bonjour à tous, c'est Ludo. Là, on vient juste de finir la vidéo sur le podcast sur lequel vous avez cliqué, avec Adam et Marc. Et en fait, waouh, c'était assez impressionnant de voir le nombre de détails, le nombre de choses qu'ils savent sur le jeu, c'est juste impressionnant. Et quand on voit la passion qu'ils ont dans le jeu et comment ils le font transmettre, c'est vraiment fabuleux. Et ça, c'est des personnes qui sont en or en fait, parce qu'ils transmettent une passion qui est énorme. Et j'espère juste qu'en les écoutant, ils vont la transmettre également. Sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo. À plus. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de podcast. Donc aujourd'hui on va parler de Sundar et avec nous on a des super invités qui vont être Adam Salut. et Marc Bonjour. et bien sûr Robin qui t'accompagne également. Salut. Et Ludo qui parlait. Exactement. Donc aujourd'hui on va parler Sundar, on va parler un peu de tout. Déjà on va présenter les personnes qui sont avec nous, qui sont Adam et Marc, qui vont se présenter. Après on va un peu parler des Sundar en général et après on va rentrer dans le vif du sujet. On va revoir un peu les profils, les stratégies, les tactiques, etc. Hop Donc, là. peut-être pour commencer, on peut demander un petit peu Adam d'où tu viens, comment tu as connu Briscard et qu'est-ce que tu aimes jouer dans Briscard de manière un petit peu générale, histoire qu'on voit un peu qui tu es. Et puis voilà, quoi. Donc, hésite pas, vas-y. Ok, donc moi c'est Adam, j'ai 33 ans. En fait, je joue dans un club, les Loups du Téméraire, hein, qui sont à Nancy. Et j'ai découvert donc le monde globalement de la figurine il y a une quinzaine d'années, avec comme la plupart des gens, Warhammer Battle, Games Workshop et compagnie. Et au fur et à mesure, je suis passé dans l'histo, hein, notamment du Napo, sous toutes ses formes, et puis un peu d'histo antique, etc. Et je faisais avec quelques amis pas mal de conventions en France et notamment en Belgique. Et il y a 5 ans, je suis tombé sur un petit groupe du Luberlu, quoi, qui proposait comme ça en test justement Briscard. Et avec un de mes potes de l'époque, on a testé et en fait, on a adoré. Voilà, donc ça fait presque 5 ans maintenant, ouais, que j'ai découvert ça. Je m'y suis pas mis tout de suite, moi. En fait, c'est mon pote qui a craqué, hein. Il venait de sortir il venait de sortir les Maok. Donc il avait pris des Maok, des Kintor et des Orenok. Et en gros, on a joué avec ces 3 factions ensemble. Ça commençait à prendre club et moi, je me suis vraiment lancé avec ma première faction quand les Ictiens sont sortis. Donc moi, globalement, je joue Ictien, Sundar et Mercenaires en ce moment, puis bientôt il y aura les Selks. Voilà. Et ça, comme je pense de nombreux joueurs. Ah oui. Les figurines plaisent, hein, cette nouvelle Ouais. faction. On a pas mal de gens qui en parlent sur Internet, là. Il y a de quoi faire. Ils sont chouettes, les profils sont super sexy. Pas une grosse diversité pour l'instant, mais déjà beaucoup de combos et de capacités qui sont super intéressantes. Ouais, Donc, je pense que ça va être une faction assez complexe à utiliser parce qu'il y a l'air d'avoir pas mal d'interactions ouais. entre les différentes figurines. Donc moi, ça m'intéresse. D'un C'est côté, c'est généralement bien, justement. ça va rafraîchir le jeu, quoi. On a un peu peur avec Carnage que Briscard tombe un peu, Ouais. mais là, ça relance totalement les cartes et tout, c'est génial. Ouais. Moi, globalement, en fait, j'ai choisi ces factions, quoi, Ictien et Sundar, parce que dans mon style de jeu, j'ai plutôt tendance à vouloir jouer des factions qui sont un peu techniques, qui demandent beaucoup de réflexion à la création de listes et qui a beaucoup d'interaction entre les figurines, entre les unités. Et c'est pour ça qu'au fur et à mesure, les Sundar m'ont plu de plus en plus, quoi. Les Ictiens, je les joue beaucoup comme ça. C'est un peu à contre-pied généralement du style actuel, mais je joue beaucoup dans ce style-là. C'est cool. C'est bien de connaître un peu ce qu'on aime dans un jeu de figurines, c'est assez important. Et donc toi, t'aimes bien les combos, le contrôle, voilà, et les interactions, comme tu disais. Donc, Ouais, voilà. C'est donc des beaucoup choses joué sur les quoi. ouais, sur les combos, sur les contrôles et puis sur les interactions entre figurines qui permettent de me dire, bah, à la fin, en gros, si j'ai perdu, bah, c'est parce que je me suis vautré, que c'était trop compliqué. Puis si j'ai réussi, c'est que c'était du beau jeu. Voilà. On connaît, on connaît. Et Voilà. donc, on a aussi Marc aujourd'hui avec nous. Donc Marc, un peu le même exercice, s'il te plaît, tu peux te présenter, dire d'où tu viens, ton club et tout ça. On t'écoute. Alors moi c'est Marc, j'ai 35 ans, j'ai pas d'association. Je joue régulièrement au tournoi dans le Nord. J'ai commencé par le JDR moi, et j'avais 12 ans.
Et c'est en faisant du JDR que j'ai découvert le jeu de figurines, forcément Game Workshop. Et après, j'ai découvert Briscard au salon de Nordstrat. Il venait de sortir. C'était les Kintor contre les Sunda. Je me suis bien entendu avec Manu et puis j'ai craqué tout de suite. Donc toi aussi, t'es Maintenant, un vétéran de la première heure, quoi. Vous êtes tous les deux des vétérans un peu. Vous avez connu le jeu, le Day One, quoi. Vraiment. Mm. et Moi, plutôt maintenant, des deux, quoi. et maintenant, moi, je joue toutes les factions quasiment, sauf Kintor et Orenok. Ah ouais, d'accord. Ah la vache. Un collectionneur alors aussi. Ouais, j'ai Ouais. déjà pris le all-in pour les Salkey. Et bim, Ah, t'as bien raison. avec Ludo, vous pourrez faire un duel de collection parce que lui aussi, il a une quantité de briscards extraordinaire. C'est chouette. Donc tu n'as pas de club. Après, non, j'ai pas de club, il a fermé il y a 2 ans. D'accord. Mais donc tu joues beaucoup directement en tournoi ou? Je joue quasiment plus qu'en tournoi maintenant. D'accord. Ok. Et j'habite à une demi-heure de chez TGCM, donc j'ai l'occasion de faire quelques bêta-tests, Ah, intéressant ça. mais bon, il n'y a rien de... C'est passé, hein. Il n'y a rien de nouveau. Non, non, mais c'est pas pour te tirer des informations. Hein. C'est pas un Si, on traquenard. veut des infos. Ce n'est pas un traquenard. Non, mais c'est intéressant de savoir que bah, du coup, tu as pu approcher suffisamment l'équipe pour, voilà, pour faire des bêta-tests, voilà, pour avoir des retours, pour essayer des choses. C'est super cool, c'est super intéressant. Puis ça veut dire que donc tu as un certain niveau et une certaine vision sur le jeu qui est intéressante aussi pour les créateurs. Donc c'est très bien. Marc, ce qui est super intéressant, enfin, moi j'ai trouvé 63, c'est que le parcours pour faire des tournois. Marc, il va très très loin pour faire des tournois, il a pas peur. Quand je vois qu'il va en Suisse, dans l'Est, etc., à Lyon, il n'y a pas de souci et tout, ça c'est assez impressionnant. La classe. Ah bah, faire de la route, ça me gêne pas, hein. Alors, du coup, on peut peut-être lancer un petit peu cette approche des standards. Peut-être pour y rentrer tranquillement et intégrer un peu les notions de la faction. Peut-être que on peut commencer par parler d'une manière globale de la faction. Quels sont les points forts des standards? Quels sont leurs points faibles? Qu'est-ce qui caractérise un standard un peu par défaut? Avant de rentrer un petit peu plus en précision sur les profils clés, ce genre de choses. Donc, je vous laisse faire. C'est vous deux, vous discutez. On vous écoute. D'accord, ok. Écoute, je vais commencer. Marc, tu me corriges si je me trompe, c'est des trucs à rajouter. Mais pour moi, au niveau général, en fait, la faction Sundar, c'est une faction un peu en trompe-l'œil. En fait, on a l'impression, quand on lit les profils, que c'est des profils, pour les caractéristiques qu'ils ont, qui semblent extrêmement chers et qui semblent plutôt faibles. C'est généralement une faction qui a très peu de constitution, à 2-3 gorilles près, et qui a extrêmement peu d'armure. Hein. Finalement, les peu de figurines qui ont des armures, c'est souvent des armures en peau de toile, et qui ont finalement peu de points de vie en plus. Donc, quand on regarde comme ça, on a l'impression que c'est une faction assez fragile et qu'on va avoir du mal à faire des choses avec. L'autre caractéristique, c'est quand on voit les profils, il y a beaucoup d'aléatoires. Hein. Globalement, la quasi-totalité des armes, c'est un des 5, un des 10, etc. Donc, il faut aimer l'aléatoire a priori. Sauf que c'est aussi la faction qui a le plus de moyens de gérer et de jouer sur l'aléatoire. Hein, notamment par la magie, qui a une magie extrêmement puissante. Hein, de soutien avec beaucoup de capacités de relance, beaucoup de compétences de certains briscards qui permettent de relancer, de rajouter des bonus fixes, que ce soit en défense ou en attaque. Et justement, ça permet de compenser cette faiblesse apparente au niveau de la figurine toute seule, mais qu'au contraire, en fait, l'ensemble de la faction a beaucoup d'interdépendance, d'interactions. Et une fois ensemble, ils ont une vraie puissance. Globalement, moi je pense que c'est l'une des factions qui, jouée en groupe, est l'une des plus puissantes. Le souci, c'est que forcément, il faut réfléchir à comment on va construire sa faction, à construire sa bande, et la moindre perte dans le dispositif peut foutre en l'air le bonus de l'ensemble du groupe, donc affaiblir l'ensemble de la faction. Donc pour moi, c'est une faction qui est, c'est pas la plus simple en tout cas à jouer. Hein, c'est pas la plus simple à maîtriser, mais
quand on y arrive, bah, c'est plutôt sympa. Donc c'est un peu la conclusion qu'on avait avec Ludo quand on a fait nos vidéos sur le générique de classer Sundar dans les factions les plus difficiles à prendre en main et les plus difficiles à rentabiliser. Parce que c'est vrai que quand on regarde, c'est ce que tu disais, on a des mouvements très élevés, des dextérités assez élevées, mais des constitutions et des points de vie très très bas. Ouais. Et donc du coup on sent que la moindre erreur, elle peut coûter très cher, un briscard peut tomber très très vite. Et donc on a intérêt à jouer des combos pour se protéger, pour trouver des solutions et ce genre de choses. C'est vrai. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Marc? Mais c'est aussi valable pour l'adversaire, hein. La moindre erreur, vu notre Oui. mouvement, on peut la... Donc tu dirais que toi, ça se fait punir fort, mais ça punit fort. C'est ça. Ok. Ah, c'est pas mal. C'est donc, aussi une faction extrêmement mobile. C'est globalement, il y a plus de la moitié des profils qui ont un mouvement de 5. Et les autres ont quasiment tous un mouvement de 4 à une exception près. Ils sont extrêmement mobiles et finalement pour les objectifs, ils sont plutôt bons aussi. Quand on joue objectif, ils sont très forts parce qu'ils ont beau avoir une constitution et une force généralement assez faible, comme ils ont beaucoup de relance ou beaucoup de capacité de relance, ils ont une bonne capacité à gérer les objectifs. Et grâce à même quand l'équipement qu'ils ont aussi. on se rend compte qu'il y a énormément de dégâts en aléatoire. Et on sent qu'il y a quelque chose à faire pour optimiser cet aléatoire-là, quoi. On le sent. Pour le compenser en tout cas. Oui, pour au moins le compenser. Ouais. S'il y a beaucoup de dédits dégâts ou des choses comme ça qui se disent, tu dis waouh, c'est tout rien. Si je fais 10, c'est extraordinaire. Si je fais 1, merde, quoi. Hein. C'est vrai que on va chercher un petit peu à voir comment optimiser ça. Mais la faction est clairement pensée comme ça en fait. Hein. Elle est pensée, c'est de l'aléatoire qu'il faut arriver à gérer son aléatoire. C'est sûr qu'on peut pas calculer qu'en 3 attaques, je mets 18 points de vie, donc je peux tuer l'adversaire. Là, tu peux pas le savoir que si tu vas faire 3 ou 18 ou 20. Exact. Ouais. Mais il faut arriver en fait à jouer pendant la partie, il faut arriver à gérer cet aléatoire parce qu'il y en a certains qui sont très cartésiens, ils se disent bah voilà, je vais utiliser tant de points d'action pour tuer telle figurine ou pour faire ça. Bah, en tant que Sundar, il faut à chaque fois intégrer l'aléatoire dans ses calculs. Qui fait que il y a toujours une part d'incertitude et il faut jouer avec cette incertitude, mais l'adversaire aussi. Parce que l'adversaire, il peut se prendre 1 point de dégâts comme il peut s'en prendre 10. Exact. Donc du coup, quels sont pour vous les profils les plus Sundar, entre guillemets, ceux qui vous font pour vous l'âme du Sundar, et ensuite rentrer un petit peu sur les spécialistes qui pour vous vont être intéressants dans des compos pour justement mettre en valeur, sauver leurs points faibles et augmenter leurs points forts, quoi. On peut peut-être commencer avec ce que vous pensez, soit des génériques, soit de certains persos, comme vous voulez. Bon, bah, je vais laisser commencer Marc de ce qu'il en pense, lui. Alors moi, c'est facile, c'est auto-include, c'est Sagis. Je sors plus une liste sans Sagis parce que il y a la magie de la bonne fortune, il y a la symbiose. C'est un mage quand même qui a un mental de 6. Donc il coûte pas si cher que ça, 67 points. Oui, effectivement, 67 points, symbiose, bonne fortune, pour faire un rapide survol du profil. Donc c'est la fameuse constitution 2 avec 18 PV, donc c'est dans ce qu'on disait. Par contre, une dextérité à 4 avec 9 points d'action, une force de 2 et un mental de 6. Donc on voit un profil extrêmement tranché, à la fois des valeurs très très hautes et des valeurs très très basses. Il a une attaque à 3 dégâts, mais on a vite compris que ce ne sera pas un maître de karaté. Par contre, il a une règle qui peut être très intéressante. Il se désengage sur un 5+, quel que soit le nombre d'adversaires. Il a un gris-gris par défaut dans son kit, donc déjà une relance. Et il va avoir une capacité, dans mes souvenirs, pour qu'il gagne 2 dés. Il y a un sort quand il le passe. C'est son Et il sort, est gratuit. Son sort gratuit, ouais. Ouais, il perdra un point d'action de manière définitive, c'est-à-dire qu'il va descendre à 8 points d'action. Par contre, sa force, c'est que à partir de là, il lancera toujours 2 dés, quelle que soit l'action, et il choisira celui qu'il garde. Donc on voit tout de suite un petit peu. C'est vrai qu'il est très esprit Sundar, celui-là. Ça, c'est vrai que ça tombe juste. Et c'est un magicien, parce qu'on comprend vite que dans la faction, la magie est quand même assez forte. Donc ouais, je comprends. Donc je te laisse continuer de comment toi tu veux l'équiper, avec quoi tu trouves qu'il est intéressant. Ah forcément, je lui mets le sort relance à 5 points. Ouais. C'est indispensable. Et après, je lui mets souvent régénération. Vu que La le sort fameuse régénération, donc c'est pour avoir un petit rappel, Le celui-ci. sort de génération permet que tu payes 2 PA. Ça a une portée de 4 brasses, il me semble. Et sur du valeur de lancement de 12, donc comme il démarre à 6 x 2, ça fait... Si tu as lancé ton sort au préalable de la maîtrise du hasard, tu lances 2 dés et tu prends le meilleur et tu soignes 2. Tu soignes la valeur du dé.
D'autant, la ouais, valeur ouais. du dé, ouais. Meilleur dé. Hein. Et il y a un critique, il y a une réussite critique ou un truc Ouais. comme Si tu Ouais. fais le critique, c'est le double. C'est doublé. Donc c'est 20 PV. ça. Tout va bien. Mm. Soit un Sundar en entier, sauf hors colosse, vous remettez entier un Sundar environ. Quoi. Ouais. J'ai mis 3 fois plein de puissance, plein de points de vie, Virung, Mm. qui a quand même de base 34 points. Je lui ai lancé le sort, j'ai fait 4 critiques. Et j'avais soigné 3 fois de trop. Quel enfer. Donc Mm. un perso fort sympathique et qui mange pas tous les points de victoire, enfin tous les points de la bande, quoi. Parce qu'on se retrouve avec un sorcier à 67 points. Donc, équipé en magie, il va tourner autour de 80 points en fonction du kit de sort qu'on met dedans, entre la relance, le soin et tout ça. Donc vraiment très support. Pas en reste sur certains scénarios, hein, parce que s'il y a besoin de dextérité ou de mental, il est pas en reste, surtout avec les 2 dés, on garde le meilleur. Voilà, c'est Et ça. le point d'action. Ouais, une pièce super intéressante, en effet. D'accord. Mm. Surtout, ce qui est important, c'est le sort relance et lancer illimité. Tu peux le lancer autant de fois que tu veux pour un. C'est ça, et ça coûte qu'un seul PA. Donc du coup, en fait, au lieu de faire des rerolls, les payer 2 PA par la figurine, en fait, c'est le sorcier qui va se perdre ses PA pour que les autres fassent des rerolls. Et ça, c'est super Voilà. intéressant. Ah ouais. C'est Pareil. l'un des meilleurs sorts Sundar Ah, et mais qu'il est vraiment trop pratique. je pense même en Queen Et- d'or, moi je me le paye, y a pas de souci. Hein. Mm. Ouais. Et ce qu'il faut aussi voir, c'est qu'à la différence du 2 PA pour relancer, que tu peux pas utiliser sur les dégâts aléatoires, le sort de relance te le permet. C'est Ouais. vrai. Aussi, ouais. Tu peux relancer ton. Et du coup, tu peux Ça aussi permet de relancer ton moral. Voilà, un jet de morale aussi. Donc sur les scénarios avec les sirènes ou ce genre de choses, c'est la folie. Ah oui, c'est la folie. Ah oui, d'accord. Donc non seulement en scénario, et puis du coup sur les fameux, par exemple, je pense aux grenadiers qui ont des fusils qui font des 10 dégâts plus 1. Là, on peut relancer le fameux dé 10. Donc si on fait un 2 et qu'on est déçu, qu'on lance un 8 derrière, c'est l'adversaire qui est déçu, quoi. Voilà. C'est ça. Ah, et c'est quand même super intéressant. Effectivement, gros perso. Adam, réponse, un profil pour toi qui est très Sandar? Eh ben, moi, je pense effectivement que Sagi, c'est celui qui représente le mieux, en fait, l'esprit Sundar, un archétypique pas cher, assez fragile, avec de la magie. Après, moi, si je devais choisir en personnage de cœur, c'est Big Pongo, mais celui qui représente, pour moi, en dehors de Sagis, le plus, c'est Mathurin. C'est tout con, mais c'est le Mathurin Je suis assez d'accord. qui représente bien l'esprit Sundar. Sur le côté, c'est une figurine extrêmement fragile, avec des caractéristiques qui sont quand même assez archétypées. Hein. C'est concite de 3, mais une dextérité de 5, force de 3, mental 3, mouvement 5. Donc, à part la dextérité, bah, il est un peu pourri. Voilà. Mon 5 est quand même extraordinaire dans le jeu. Hein. Déjà, Voilà. il À reste part le quelques dextérité. Quoi. jeux qui bouge à 5. Hein. Là, il y a plus Mhm. grand. Ouais. Mais l'intérêt du Mathurin, en fait, c'est sa capacité qui permet justement d'ajouter un bonus à ses alliés quand ils se font charger. Hein, ça rajoute un point d'action pour réagir à la charge. Et globalement, tu peux en jouer 2. Donc, si tu as 2 Mathurins, que n'importe laquelle de tes figurines se fait charger, elle gagne 2 points d'action. Donc, globalement, elle gagne une esquive gratuite. Et donc, avec l'esquive, il suffit de sortir de la zone de contrôle. Et s'il se fait recharger, il regagne 2 points d'action. Donc globalement, potentiellement, si le mec à chaque fois il réussit son esquive, il perd 0 point d'action à toutes ses défenses. Quoi, Ouais. pour les Avec charges. la relance du magicien à la clé. Avec potentiellement voilà, des relances, d'autres bonus, etc. Donc Dextérité aussi. c'est l'un des profils, je trouve, qui représente bien le côté Sundar. Quoi. Donc ça répond vraiment à ce qu'on disait là, c'est-à-dire de la puissance cachée. Quand on lit de manière plate les profils, Voilà. on dit ok bof, mais quand on commence à comboter même deux profils, on a juste le Mathurin et Sagis, ça commence déjà à être un petit peu cochon. On commence à se dire déjà, putain, ça va être dur d'attaquer ces saletés, donc c'est intéressant. Autre chose sur le Mathurin, c'est qu'il n'a pas d'arme du tout, donc on peut vite penser qu'avec une bonne réserve d'objets, en fonction du scénario, on peut l'adapter, quoi. Parce qu'il a quand même 9 points d'action, c'est quand même extrême. 5 de mouvement, 9 points d'action, sur 45 points, c'est extrême. Voilà, pour moi, il faut quasiment l'équiper de manière quasiment automatique, parce que son intérêt, faut jouer sur sa dextérité. Donc moi, globalement, mes Mathurins, soit j'aime bien de temps en temps leur mettre le harpon. Ah oui, parce que justement, comme ça permet d'attirer quelqu'un. Sur certaines tables, quand il y a des petits trous, on le met sur une hauteur. Comme ça le protège, mais il crie quand même pour ses alliés. Puis quand il y a un mec qui se ramène, pouf,
pour sortir un mec qui a engagé un combat qui s'annonce mal, je l'attire, il tombe dans le trou ou autre, etc. Donc, ou alors pour attirer quelqu'un, un tireur adverse, parce qu'il a un mouvement de 5, donc il peut aller chercher les tireurs ou les sorciers adverses, hein, et puis donne des bons coups de pied. Donc là-dessus, moi, je l'équipe comme ça. Ou alors de manière plus rigolote, j'aime bien le mettre comme servant de canon. Parce que c'est un servant de canon avec une dextérité de 5 et 9 points d'action. Et comme il a un mouvement de 5, j'ai tendance à déplacer le canon, le fameux Bone Breaker, on en reparlera peut-être un peu après, quoi. 4-5 brasses derrière mes potes, je canarde avec le canon. Il y a juste assez pour même faire une relance avec le canon si ça se passe pas bien. Et il garde son côté support derrière. Et il se défend plutôt bien. Ouais, d'accord. Donc aussi en canonnier. C'est vrai que moi, j'avais tendance à me dire, est-ce qu'un pistolet n'irait pas au Maturin du fait qu'il ait une bang dextérité et qu'il est Ça peut jouer aussi comme ça. Ouais. Moi, j'ai déjà joué avec un pistolet, enfin avec un tir. Le souci, c'est comme il n'a pas d'arme de tir, il faut penser que la recharge est plus coûteuse. Oui, exact. Et puis après, on peut facilement l'imaginer avec quelque chose en rapport au scénario, notamment une hache d'abordage ou ce genre de choses aussi pour scénario. Mais il y a déjà des pièces comme ça chez Sundar, donc peut-être que c'est pas Ou super. tout simplement une pique. Ouais, ou C'est une que pique. moi, j'ai déjà joué avec une pique, c'est-à-dire il est derrière. Si les potes se font charger, il apporte son bonus de soutien et en plus, il ajoute plus un point d'action. Exact. C'est vrai Donc que ça fait double bonus pour protéger ses potes. effectivement. J'apporte le surnombre en défense et en attaque, et en plus j'apporte des points d'action défensifs. Donc ça m'arrive de jouer typiquement, moi dans les dernières parties, je jouais deux Maturin, un Maturin avec le canon qui canardait, le Maturin qui était pas loin à côté avec la pique pour pouvoir gérer en contrôle de zone, apporter un soutien mais aux autres Sundar. Et donc c'est ce que tu disais juste avant, on est sûr le combo se double. Ouais, il se cumule. Il se cumule. Ça a été confirmé par l'équipe TGCM et en fait quand on lit la carte, c'est assez clair. Oui, c'est assez clair quand on lit la carte, mais il y a toujours cette question de ça a le même nom, est-ce que ça fonctionne quand même? Ouais, non, ça a bien été considéré. Heureusement d'ailleurs que le Maturin est limité à 2, parce que sinon, on se retrouverait avec 5 Maturins, et puis on aurait plus 5 pour réagir à une attaque. Je pourrais faire une esquive avec 2 dés. Hein. Gratuitement. Ça serait un peu abusé. Je pense qu'il y aurait limite des combinaisons à 45 points. Il y aurait une équipe full Maturin. En vrai, ce serait pas dégueulasse. Hein. Le chef, on lui met un chapeau pour relancer les tests de mental, là, et puis c'est parti. Voilà. T'as le chef Croco avec tous ses dodgers contre tous les Maturins. Le duel, quoi. Mais ouais, Sandy est en train d'en peindre un, parce que j'en ai pas mal des Sundar et je suis en train de m'y mettre doucement. Et Sandy est en train d'en peindre un, et c'est vrai que la figurine est sympa, et c'est vrai que quand tu lis la carte, tu dis il y a des choses à faire avec cette figurine, c'est pas possible. En plus, effectivement, la figurine est très joliment sculptée et très belle. Ouais, elle est très sympa. Donc du coup, là on a parlé un petit peu, on a pris un générique, un sorcier nommé, mais qui est très intéressant parce que très central. Marc, est-ce que tu as un troisième profil comme ça, duquel tu voudrais nous parler un petit peu, qui fait sens dans les compos un peu archétypes Sundar? Moi, j'aime beaucoup Virunga. C'est un très gros cogneur. Un gros cogneur, 83 points. Je vais lire vite fait ses capacités. Donc la constitution 5, dextérité 2, force 6, mental 2. Donc lui, c'est l'opposé d'un Sundar qu'on a lu jusque-là. Ouais, voilà, c'est le gorille. Généralement, les gorilles et les orang-outans, c'est l'inverse des autres Sundar. Ils réfléchissent un peu moins, mais ils tapent plus fort. Un peu plus. Taper, ouais. 4 de mouvement, 8 points d'action, 34 points de vie. Ça, 34 points de vie, c'est presque du colosse. Hein. Il y a des imposants 34 PV ou 36 par loin, quoi. Double baffe, 3 PA, force dégâts en cas de réussite critique, assomme. Alors ça, la capacité à assommer existe sous plusieurs formes chez Sundar. Donc il y a beaucoup de compétences pour assommer chez les Sundar en réussite critique. Ils en ont quand même pas mal. Pour assommer, pour faire tomber au sol. Ouais. Boulanger, 4 points d'action, force x 2 dégâts, donc 12 critiques sur 9 ou 10, quel que soit l'état de Virunga. Les dégâts peuvent être répartis sur tous les adversaires au corps à corps, donc là c'est la générosité, et n'effectue pas de jet de morale suite aux blessures, forcément avec analgie. Donc, et surtout, il y a une petite combinaison avec la botte qui est très rigolote. Ouais, c'est ça qui est super agréable. L'adversaire ne le voit pas forcément venir, c'est... En fait, t'envoies un loup de mer 1 qui assomme. La personne va vouloir tuer le loup de mer 1 les 3 quarts du temps.
T'arrives avec Verunga, tu frappes la personne qui est assommée, il peut pas se défendre, tu mets tous les dégâts sur celui qui a tué ton loup de mer. D'accord. Et tu gardes le cadavre, entre guillemets, du mec assommé pour plus tard, quoi. Oui, Voilà. parce que la botte, en fait, tu cibles qui tu veux. Tu peux même cibler l'une de tes propres figurines. Hein, et si l'attaque passe, tu mets les dégâts sur qui tu veux dans le corps à corps. Ouais, c'est incroyable ça. Donc On tu peut peux très bien dire, bah, je vais, genre, il y a effectivement le loup de mer 1, je vais taper sur mon loup de mer 1 à moi qui a une constitution de 3. En fait, je fais une feinte. Le loup de mer 1, forcément, avec une constitution de 3, il a peu de chances de réussir sa défense. Et tu fous les baffes sur le colosse adverse ou sur, je sais pas moi, un certain Oreno qui a 150 points, Je vois qu'il y a qui se prend effectivement 12 points de dégâts d'un coup, quoi. une certaine Et en plus, les critiques sont sur 9-10. froid ici. Ah, mais Je les sens pas. Sendar Orenok, c'est ennemi juré, hein. Ah ouais, ah non mais ouais, moi je peux pas supporter les Urnuks. C'est moi qui fais l'effort d'aller jouer Sundar alors que je viens d'Oreno quand même. Vous voyez, je fais un geste vers vous, merde, faites un effort. Ouais. En fait, tu joues tous ceux que t'as réduits en esclavage, en fait. Oui, c'est un peu ça. Ouais. Mais ouais, effectivement, donc un gros tapeur qui a des combos assez intéressants. Quoi, Et il coûte que 83, c'est pas cher. Non. Et est-ce qu'un point américain sur cette saleté, c'est pas extraordinaire? Ça peut être intéressant, mais tu le payes quand même 12 pièces d'or. Ouais. 12 pièces d'or, donc notre ami passerait. Il était à 83, je crois, donc Oui. ça fait 95 points. Par contre, pour 2 points d'action, il taperait à 7 dégâts par attaque. Quoi. Ouais, mais le problème, Oui. c'est que tu perds la botte. Tu La perds- botte, enfin, elle est liée à ses mains, quoi, en fait, la botte. Et tu perds le Attends. fait de pouvoir assommer avec son Ouais. arme de base. Et la double baffe. Ouais. Après, la D'accord. double baffe coûte 3 PA, elle est quand même assez chère. La plupart ouais. du temps, je fais un uppercut. Ça fait Mm. peut-être que 5 dégâts, mais ça coûte que 2. Ouais. Ouais, c'est quand même une bonne moyenne pour Sundar et pour 83 points, c'est pas nul. 5 dégâts, 83 points par attaque. Ouais, je vois, ouais, d'accord, ok. Donc lui, un petit peu, avec des combos un peu de subtilité, malgré que la figurine ne le semble pas de loin, il y a des choses à faire. Tout avec les rerolls, c'est intéressant. Regarde la botte, c'est sur du critique sur 9 ou 10. Si t'as une reroll, si tu fais un critique, c'est 18 dégâts. Hein. Oui. Aïe. Ah ouais, c'est incroyable. Ça peut vite, on voit que ça peut vite déraper. Hein. Ça peut vite aller très mal. Le problème de la botte, c'est que tu démarres quand même qu'à 8. Hein. Oui, parce que dextérité 2. D'où le combo où il faut taper soit quelqu'un assommé, soit encore une fois combo quoi. On revient souvent cette devise là quoi. J'ai l'impression que tout ce qu'on va lire est soumis à combo pour être vraiment intéressant. Ouais, Globalement, la plupart, ouais. La petite combo du je porte mon pingouin, je le pose à côté de mon ennemi, je frappe mon pingouin et je mets tous les dégâts sur l'ennemi. Ça c'est cool ça. C'est rigolo aussi. Ça me plaît déjà. Oh, un singe qui porte un pingouin. Je trouve que c'est déjà génial. Enfin bon bref. Donc d'accord. Ok. Un petit. Et donc là on a vu un magicien de support. On a vu un générique qui est de support anti-charge et qui est très polyvalent. On a vu un tabasseur qui a des combos très intéressants et qui est pas linéaire du tout. Du coup, un quatrième profil, Adam. J'hésite. Il y en a deux qui valent vraiment le coup qu'on parle. C'est la combinaison Waitif et Grenadier, qui représente bien aussi le côté Sundar. Et moi, la figurine dont j'ai beaucoup de mal à me passer, c'est Big Pongo. Comme je disais, je joue beaucoup. J'adore cette figurine qui est magnifique. Eh ben, écoute, go Big Pongo parce que je sais que Marc aime beaucoup Black Tea. Il en parlera alors. Donc on peut faire comme ça. Ouais. Globalement, Big Pongo, c'est l'une des rares figurines, je trouve, de la faction qui est bonne partout. Elle a des caractéristiques absolument astronomiques. Il n'y a rien qui est mauvais. 7 de consti, 5 de dextérité, 7 de force, 5 de mental, agressivité 3, 5 de mouvement. Enfin, il n'y a rien à acheter. Pour un colosse, 5 de dextérité, c'est exceptionnel. Il est un petit peu faible en constitution et en force pour d'autres colosses. Par rapport à d'autres colosses, mais il esquive à 12. C'est anecdotique par rapport aux autres. Il est sorcier. Voilà. C'est un colosse en plus qui est sorcier, qui maîtrise les deux domaines de magie des Sundar, c'est-à-dire la bonne fortune et la symbiose. Exact. Et en plus d'être colosse, il a la longe, quelle que soit son arme.
Et c'est extrêmement important parce que sa capacité, qui le rend à mes yeux très très bon, c'est qu'en fait, il peut défendre n'importe quel allié, hein, si l'adversaire est dans sa zone de contrôle. C'est-à-dire que dès qu'il y a un adversaire qui veut taper sur un de tes potes et qu'il est dans les 2 brasses de Big Pongo, eh ben, je peux défendre avec Big Pongo. Et on va voir qu'il y a des combos défensifs avec lui. Voilà, il y a des grosses combos défensives, mais l'intérêt, c'est que comme on disait, c'est que très souvent, les petits profils ou les profils moyens chez les Sundar sont très fragiles. Hein, ça a rarement plus de 18 points de vie, une dextérité de 3. Hein. Donc, forcément, dès qu'on engage au corps à corps, ça a tendance à voler très très vite. Bah, tout de suite, hein, on va reprendre un Mathurin ou un Loup de mer 1 qui vole à la moindre baffe. Bah, quand il y a un Big Pongo qui peut défendre à sa place et que de base, hein, même sans rien faire, sans claquer de points d'action, il défend à 7, bah, typiquement, on peut dire que tous tes Mathurins, toutes tes petites figurines autour, elles ont 7 de défense de base. Et si on décide de faire une esquive avec Big Pongo, voire de manière plus intéressante, un contre avec Big Pongo, on se retrouve à 12 de défense pour une figurine de base. Hein, et en plus, il faut savoir que Big Pongo, donc, a les reliques de combat, ça vaut 8 points, c'est rien du tout. Et c'est une attaque qui, c'est une arme qui permet de faire la botte en contre. Et la botte, ça fait 3d5 dégâts. Donc on revient toujours avec un peu le côté aléatoire. Sauf que ça peut rajouter de manière aléatoire soit un saignement, soit un empoisonnement, soit un choc électrique, soit un dégâts supplémentaires en plus. Ouais, c'est assez la Donc, folie. Hein. quand l'adversaire veut venir chercher ton profil, enfin ton Sundar au corps à corps, hein, on va reprendre les deux dont j'ai parlé, que tu as un ou deux Mathurins et un Big Pongo, hein, le mec il fonce, on va dire, sur ton Mathurin. Là, globalement, j'ai le choix. C'est soit je défends avec mon Mathurin avec 2 points d'action gratuits, donc je peux faire une esquive gratuite sur la première attaque, etc. Soit sur l'attaque là ou sur les prochaines parce qu'il n'a pas réussi à esquiver, je peux dire c'est Big Pongo qui va foutre les baffes à la place. Donc soit j'ai plus de points d'action, je défends à 7, qui est quand même mieux que 3. Hein. Soit je peux limite faire un contre, qui fait que le mec il tape un pauvre Mathurin tout pourri, il se retrouve avec une défense de 12, et si la défense passe, il va se prendre 3 des 5 avec potentiellement un des 10 ou d'un empoisonnement ou un choc électrique en plus dans la tête. Ouais, c'est vrai. Sachant que... Autre chose à noter sur ce combo-là, c'est que c'est un sac à PV. Hein. 42 points de vie, c'est beaucoup. Alors après, il faut savoir qu'il défend à la place, sauf que si c'est lui qui défend et que la défense ne passe pas, c'est quand même la petite figurine qui prend la baffe. Ah oui, c'est quand même les petits qui prennent les dégâts. Ah, ouais, c'est pas comme l'autre colosse, le roi Kong, qui défend à la place et qui prend les baffes à la place du personnage féminin, ouais. Ou il y a un autre personnage qui est comme ça, c'est l'autre sorcier que moi j'adore, Augure, qui est très fragile, mais il peut pleurnicher, et si quelqu'un peut défendre à sa place, il va défendre et il va prendre les baffes à la place. Énorme. Mais Big Pongo, lui, il essaye en fait de parer l'attaque, et s'il protège pas, c'est quand même le petit qui prend la baffe. Mais bon, on se retrouve de base avec comme on disait souvent, les figurines, les briscards ont une très faible constitution, et là, globalement, avec Big Pongo, toutes les figurines qui se font attaquer plus ou moins dans les 2 bras de Big Pongo se retrouvent avec une constitution 7, quoi. Tout de suite, c'est plus la même chose, quoi. Tout à fait. Et puis ça combatte avec beaucoup de systèmes défensifs et avec beaucoup d'autres combos. Et comme c'est une figurine très polyvalente qui a son coût par contre, hein, parce qu'on est sur 200 pièces d'or d'entrée, 208 avec l'arme que je pense qu'il faut prendre à tout prix. Hein, oui, il faut prendre. Généralement, c'est quasiment obligatoire. Après, sur les sœurs, c'est le souci, c'est comme c'est un colosse, il a 9 points d'action, mais pour 200 points, ça fait pas beaucoup de points d'action. Oui, donc on peut pas le jouer en full lanceur de sorts comme un Sagis qui lancerait des sorts à tout va et puis qui ferait des relances de partout. Moi, j'ai quand même tendance à lui mettre relance parce que de temps en temps, t'en as quand même besoin, ne serait-ce que sur lui. Hein, pour un point, il se fait une relance sur lui-même, ce qui fait que ça ne coûte que 1 point et pas 2 points d'action, ou sur quelqu'un d'autre. Qui peut avoir un intérêt sur d'autres factions. Plus un dégât, donc on revient aussi là-dessus. Voilà. À un moment donné, il faut achever quelqu'un, tu peux te faire un sort de relance, taper, et puis tu vas le taper 2-3 fois, peut-être, si ça peut finir une partie ou faire quelque chose. Et ou 3 dégâts. Où tu vas faire 2 sur les dégâts, tu vas faire, bon, bah écoute, c'est celui-là que je relance, ou si tu fais un 1 pour taper, ou quelque chose comme ça, quoi. Tu vas pouvoir fiabiliser un petit peu ce qui va sortir. Après, l'autre truc, c'est que moi, en fait, de temps en temps, je lui prends quand même, si c'est justement le sort de soin, hein, exactement le même que régénération, même s'il est quand même moins efficace
avec Big Pongo qu'avec Sagis, Ouais. parce qu'il a que un mental de 5, donc il est un peu moins puissant. Par contre, moi, en dehors de ça, j'utilise en fait avec Big Pongo les sorts de base, les sorts primordiaux, qu'il faut pas oublier qu'il a gratuitement. Hein. C'est les sorts primordiaux de la Sundar, enfin de la bonne fortune. Ça rajoute plus 2 à l'un de tes G ou moins 2 à un G adverse, qui peut être pratique. Mais celui qui est très bon et qui est quasiment jamais utilisé, c'est fondu enchaîné. Bah, ce fondu enchaîné, hein, où c'est que le briscard, quand il bouge pas, il a plus 3 en défense. Ah ouais? Donc, Je connais pas fondu ça. enchaîné, la cible a plus 3 en défense en plus de son couvert si elle ne bouge pas durant son activation. Voilà. Oh la vache. Donc, Ah ouais, donc, quand on arrive justement sur un principe de je vais défendre les autres et je vais me protéger, eh ben, se rajouter plus 3, genre Big Pongo, il se pose au milieu de la table, à côté d'un objectif, etc. Il bouge pas. Si tu lui tires dessus, il a plus ou moins son couvert avec plus 3 en défense. Et puis, si tu vas, il peut se rajouter des bonus défensifs comme ça. Ah ouais, d'accord. Ouais, Donc je connaissais. potentiellement, bah, il peut, imaginons, je vais prendre un cas un peu archétypique, hein, mais ça m'est déjà arrivé, un tireur qui a le droit de tirer au corps à corps comme Black Hawkins, qui balance sa botte sur un tireur, donc qui balance ses 4 tirs sur les 4 tirs en chaîne. Et ben, si Big Pongo est dans la zone de Black Hawkins, qu'il a lancé son sort là, qu'il n'a pas bougé, il peut défendre quelqu'un qui se fait tirer dessus, même s'il est à l'autre bout de la table, parce qu'il est à côté, et il commence à 10. Ouais, exact, ouais. Là, c'est marrant. Ouais. Voilà. Donc, pour aller faire chier les tireurs adverses et les empêcher de tirer, c'est facile, hein, avec deux brasses de portée, il est très bon, il bouge plus, pouf, il se retrouve en plus potentiellement avec plus 3 si c'est des tirs, des jets, des lancers, des trucs comme ça. Hein. Par exemple, typiquement sur le scénario où on lance des tables, c'est très pratique. Ouais, en effet. Donc, Ouais. il y a des combinaisons avec les sorts. Après, effectivement, le souci, c'est que comme c'est un colosse, il est là aussi pour taper. Hein. Mais il va falloir, par rapport à d'autres colosses qui vont être vraiment là pour taper comme des bourrins, pour vraiment foncer sur une figurine adverse et taper comme des bourrins, moi je vois plus Big Pongo comme un colosse extrêmement puissant en défensif. Il va protéger ses alliés et souvent, moi j'ai tendance limite à lui garder 6 points d'action, hein, quand je peux, au moins 3, pour potentiellement faire deux contre, quoi. Ou alors, si je sais qu'il y a les Maturins et que je vais me faire attaquer, j'en garde peut-être 3, 4. Quoi. Parce Pour que, avoir avec les typiquement, si le mec en face, il en a marre et qu'il tape, il veut charger Big Pongo, bah, si j'ai 2 Maturins, ben, la première attaque, soit j'esquive gratuitement, soit je fais un contre avec 1 point d'action. Ouais, Et quand ça- tu te prends un contre à 12 de base, voire peut-être plus avec d'autres bonus, plus ou moins relançable avec les relances, et que quand tu te prends le compte, tu te prends 3d5 plus potentiellement un d10 ou un poison ou un choc électrique dans la tête, t'es pas serein. Moi, j'ai déjà vu des joueurs qui se sont cassés les dents, à force de venir pour attaquer au corps à corps, ils se retrouvaient, bah, ils perdaient plus de points que je n'en perdais, quoi. Et Alors, puis du coup, après, jouer comme ça, il induit une composition qui va suivre. Parce que là, tu vas non. pas pouvoir missile d'autres Sundar pour faire des scénarios au bout de la table. Sinon, le mec va s'occuper du reste et il va ignorer le Big Pongo avec ses 6 de points d'action en défense, quoi. Il faut C'est ça, jouer, en fait. faut jouer C'est la réflexion de la faction. Alors, tu peux te permettre d'avoir des petits électrons libres, mais c'est des électrons libres qui soit sont complètement sacrifiables, Ouais. soit extrêmement mobiles et qui peuvent un peu s'en sortir tout seuls. Mais d'un autre côté, hein, ça veut dire quand les tables sont pas très grandes, quand tu as un Big Pongo qui a déjà un socle d'une brasse, qui a une portée de 2 brasses de chaque côté, il y a déjà 5 brasses. Il y a déjà une zone de 5 brasses quand même que tu contrôles juste avec Big Pongo. Donc, si tu te positionnes à l'endroit des scénarios en fonction du scénario ou que tu te positionnes là où il y a l'ennemi, hein, tu forces l'adversaire à venir te chercher. Mais du coup, Et tu jouerais quoi avec pour rentabiliser ton Big Pongo? Qu'est-ce que tu joues en général comme liste? Quelles sont les pièces qui reviennent pour rentabiliser ce chef, en gros? pour rentabiliser, généralement, j'ai tendance à jouer 2-3 petits profils qui, pour pousser l'adversaire en fait à venir chercher ces 2-3 petits profils, des profils qui sont très très angoissants pour lui. Je pense notamment au Loup de mer 1 avec sa botte.
qui, il faut l'avouer, est complètement pété. Hein, pour 0 point d'action, être capable d'assommer un adversaire. On va venir dessus très rapidement. Le loup de mer 1 est pour moi une des figurines aussi les plus emblématiques des Sundar. Très rapidement, une petite lecture. C'est une figurine à 42 points qui a 3 de constitution, 3 dextérité, 3 de force, 2 de mental, 5 de mouvement, donc un peu dans le même esprit que les autres. 8 points d'action, 18 points de vie, donc très fragile, beaucoup d'action, beaucoup de mobilité. Une attaque à 4 dégâts de base, la réussite critique ne fait que 1 dégât de plus, la hache d'abordage. Les actions de crocheter ou détruire un objet ne sont ratées que sur un échec critique, donc ça c'est complètement incroyable parce que ça va permettre de tuer des objectifs avec une figurine pas chère, multipliant les attaques. Instillé à 3 dégâts, en cas de réussite critique, les dégâts ne peuvent pas être soignés. Bon, ça c'est peut-être un petit peu plus anecdotique. C'est anecdotique, ouais. Le fameux, la botte, une des meilleures du jeu, hein, tout simplement, une botte à 0 point d'action qui fait 0 dégâts, mais qui assomme votre figurine assommée, plus de mouvement de base, et surtout, elle peut plus se défendre. Donc à partir de là, les bols au sable à l'infini. On peut taper dans le cadavre autant qu'on veut. Une viatique déjà équipée dessus. Donc en fait, le loup de mer, c'est une pièce un peu à tout faire. Elle va pas forcément tuer, quoique 4 dégâts, c'est pas dégueulasse. Hein. On pourrait imaginer que dans un cas extrême, elle puisse commencer par sa botte, puis après mettre 16 dégâts sur une cible si jamais ça peut finir quelque chose de très important. Mais sinon, une figurine qui peut aider déjà le boulanger, comme on disait tout à l'heure, faire du scénario, mettre KO, assommer une figurine importante de la team adverse pour l'obliger à jouer très vite ou pour obliger à la protéger, parce que sinon elle peut mourir à une vitesse extraordinaire. Quand tout touche, ça va très vite. Et ainsi de suite. Et une mobilité à 5, c'est assez dément, quoi. On peut le missile, on peut charger avec, mouvement, taper la botte, et puis courir dans l'autre sens de 10 pour se remettre un petit peu sous les selles de Big Pongo ou quoi, pour se remettre en sécurité et gêner, comme on peut courir sur une caisse et essayer de presque la dégommer avec 2 ou 3 attaques de hache. Quoi. Globalement, l'adversaire, quand il connaît un minimum la faction Sundar, le loup de mer 1, quand il y en a un ou deux, c'est généralement la figurine à abattre en premier. Ouais, et c'est d'autant plus facile que ses caractéristiques sont très faibles et qu'il y a très peu de points de vie et pas d'armure. Donc ça a tendance à descendre très vite. Et le problème de sa botte, en fait, c'est comme elle coûte 0 dégâts, il n'y a aucun souci à se dire, je vais aller au corps à corps. Certes, j'ai des caracs de merde, parce que finalement, la botte, j'ai commencé à 6, ce qui est pas terrible, ce qui est pas énorme. Hein. Sauf que quand on commence à 6 avec 2 dés, parce qu'on se dit, c'est une botte qui est gratuite, donc je vais rajouter un dé, pour 3 points d'action. Je me retrouve avec 2 dés plus 6, et là, même un colosse, il est pas sur 1. Et si je veux vraiment assurer, je peux très bien dire, j'ai 8 points d'action, je fais mon mouvement gratuit, plus à la rigueur un autre mouvement, si j'ai envie, si je veux vraiment y aller, et je claque 6 points d'action, et je lance 3 dés. Et comme je suis en charge, et que c'est ma première attaque, les 9-10, c'est des critiques. Donc globalement, potentiellement, n'importe quelle figurine, même un colosse qui a encore 3 points d'action, peut se faire assommer. Et une fois assommé, le colosse, ou la monture, ou le gros Oréno, pour ne pas le citer, il est pas serein parce qu'après, justement, il y a des Big Pongo ou même un simple Maturin ou une figurine de base, comme il n'y a pas de défense, les points de vie, ils volent très vite. Exactement. Donc globalement, l'adversaire a tendance à le cibler. Et le truc, c'est que il y a un Big Pongo, on met le ou les 2 loups de mer par exemple derrière, ou le et les 2 Maturins derrière, juste à côté collé. Si le mec veut tirer dessus, comme il est au contact, comme il est un peu caché par le Big Pongo parce que c'est un gros socle, il a couvert, donc il a les plus 3 de défense. Et si le mec veut aller le chercher, il est obligé de rentrer dans la zone de contrôle de Big Pongo. Donc il peut se faire défendre par Big Pongo. D'accord. Donc ça va être une de ces options-là, ça va être celle-ci. Donc de hit and run avec eux pour aller poser la fameuse botte, ou pour aller en fin de tour valider un objectif, faire quelque chose comme ça. Voilà, globalement en fait, Big Pongo avance, ces petits profils, on a parlé des deux là, Maturin et loup de mer, parce que ça combote bien avec attention, t'es en train de te faire charger, tu gagnes des points d'action, puis je t'apporte un bonus, parce que typiquement, le mec il arrive, il charge le loup de mer. Ce qu'on oublie de dire, s'il charge et qu'il tape le loup de mer, même si c'est Big Pongo qui défend, comme il y a un colosse et le loup de mer, si le mec il est tout seul, la défense elle a déjà plus 1. C'est là, donc il y a plein de bonus qui vont se rajouter, donc au corps à corps aller le chercher, c'est compliqué le loup de mer. Donc tu te dis, il y a peut-être le tir, sauf que s'il est caché derrière un Big Pongo, il y a moyen de se protéger. Un Big Pongo, c'est quand même une figurine assez grosse, donc il y a moyen toujours d'avoir un couvert, surtout si on se met se cacher, etc. derrière.
esquive, il peut se cacher littéralement derrière le socle de Big Pongo, ce qui bouche la ligne de vue pour les prochains tirs et demande au tireur de payer un déplacement, quoi. Ouais. Voilà, de soit payer un déplacement, voire deux, soit même de s'agenouiller et de demander une visée. Parce que on peut très bien dire, le loup de mer se met derrière et il se met à genoux. Comme il est derrière un couvert, il dit je me mets à genoux, hein, derrière Big Pongo, et après il se met avec pour un point, il met se cacher. Et ce qui fait qu'à moins d'avoir une vision complètement claire, donc de se déplacer complètement sur le côté pour le voir directement, il faut qu'il ait en partie une visée, le tireur, sur le loup de mer, qui fasse une action de visée en plus pour pouvoir le tirer dessus. Et il aura quand même les points de couvert, quoi. Donc il y a moyen de se défendre très bien. Big Pongo défend très bien les petits profils. De la même manière, on n'y a pas trop parlé, mais le petit profil qui marche très bien aussi et qui fait un peu rigoler jusqu'à ce qu'il arrive au corps à corps, c'est Powder Monkey. Quand on l'utilise pas en servant de canon, Powder Monkey, il est tout fragile, sauf qu'il est toujours considéré comme un couvert. Et quand on le met à côté de Big Pongo et qu'il fait une sorte de contre-charge avec son attaque enflammée, tu rigoles moins, parce que même s'il passe qu'une seule attaque, il attaque enflammée, il y a un test de morale. Et si tu es déjà engagé contre deux briscards, c'est-à-dire Big Pongo et lui au minimum, tu as moins 2 à ton jet. Ouais, ça te fait des malus, tout à fait. Tu vas accumuler beaucoup de trucs comme ça. On voit que c'est dans la subtilité que les combos secrets, c'est assez intéressant, hein. Après, moi, à l'époque, tu me l'avais c'est pas joué parfait, hein. Il y a des avec, contres quand même. Tu me l'avais joué avec le lapin, hein, avec les puces. Je l'avais joué avec le puce en soutien derrière. Ouais. Parce qu'ils shootent très très fort les puces, donc c'est un argument de plus d'aller attaquer, parce que si tu n'attaques pas, tu prends des shots de les puces qui font atrocement mal. Et en plus, comme il est apatride, du coup, Big Pongo pourra le protéger aussi. Il peut protéger n'importe quel allié, donc même les mercenaires. Voilà. Et les maturins, les pingouins, tu peux les mettre à côté de Big Pongo si tu veux, par exemple, ou May ou autre. Enfin, mais moi, soit j'utilise le puce en fait pour forcer l'adversaire à venir chercher, soit souvent dans mes compos en ce moment, je teste un peu le canon. Powder Monkey, donc j'ai un canon. Et l'adversaire, s'il veut aller chercher le canon et qu'il est juste derrière Big Pongo, il faut aller chercher, quoi. Et on peut pas se dire, parce que Powder Monkey, on n'a pas parlé, hein, mais le canon, c'est 2 des 10 dégâts en zone. Et s'il fait un critique, c'est 3 dés 10 dégâts, et je peux relancer les dés de dégâts que je veux. D'accord. Donc globalement, le mec, quand il se prend une fois une baffe du canon Sundar, il a vite compris qu'il faut aller le chercher. Sauf que si pour aller le chercher, il faut se faire engager par Big Pongo, il y a toujours un choix à faire. C'est est-ce que j'accepte de m'engager contre un colosse et tous les bonus, hein, de Maturin, de surnombre parce qu'ils seront plusieurs, etc. Ou est-ce que j'essaye de gérer autrement? Ou est-ce que j'accepte de me prendre des boulets de canon pendant qu'un Big Pongo il avance, et puis on peut le jouer aussi offensivement parce qu'avec la longe il peut venir te titiller sans que tu sois engagé. Oui, exact, ouais, sans que tu puisses contre-attaquer ou des choses comme ça, quoi. Ce qui revient au même, c'est que je t'engage, je te tape, tu veux me taper, tu es obligé de m'engager, donc c'est considéré comme une charge, donc les Maturins m'apportent +1 ou +2 en point d'action. Alors que j'ai déjà commencé à te taper. C'est considéré comme une charge? Une charge, tu peux la faire en fait, c'est que sur la première attaque, c'est dès qu'un quelqu'un se déplace pour t'engager sur la première attaque qu'il te fait. En fait, si la figurine n'est pas déjà considérée comme engagée elle-même pour te taper, il faut si elle a eu besoin de faire un mouvement pour t'engager, pour pouvoir te taper, je gagne les 2 points d'action. Enfin, le ou les 2 points d'action. Donc, non. Ça Pardon? marche pas. Ça marche pas parce qu'il est déjà engagé contre un adversaire, donc il fait un déplacement, mais il est plus considéré comme en charge. Il faut être libre, je crois, pour pouvoir charger exactement. Ouais. Moi, j'avais ça en idée. C'est que si tu es engagé et que tu te déplaces, ce n'est pas une charge parce que tu étais déjà engagé au début de ton activation. C'est l'avantage de toutes les personnes qui ont la longe de faire perdre l'assaut à un adversaire. Voilà, moi j'avais ça en tête. Ouais. Oui, effectivement. Oui, mais c'est pas un assaut, c'est une charge, effectivement. Mais ouais, effectivement. Là, j'ai dit une bêtise, pardon. Non, c'est pas grave, t'inquiète. Mais globalement, voilà, c'est tu forces l'adversaire en fait, tu pousses l'adversaire à faire des choix qu'il veut pas forcément. Ouais, est-ce que tu rentres dans tel piège ou dans tel piège? Et c'est ça que j'aime bien dans Big Pongo. J'avoue, il faut quand même relativiser. Il est compliqué à jouer parce que il coûte cher. Il consomme beaucoup de points parce qu'il faut mettre peut-être un sort ou deux. Il y a son bâton, etc. Et il faut jouer autour. C'est vraiment quasiment une liste à thème avec lui. Il est sympa. Et ça peut être compliqué sur certains scénarios, par exemple. Je sentais que, tu vois, je t'ai demandé tout de suite avec quoi tu jouais parce que je sentais qu'il allait induire des listes très particulières et des choix un peu poussés.
Du coup, on peut peut-être passer sur toi, Marc. Oui, Marc, avec Ouais. ton Whitey, voir un petit peu, toi, qu'est-ce que tu penses de ce perso. Donc, Whitey, c'est les dernières sorties, entre guillemets, Sundar, c'est ça? Il n'y a rien de depuis. Ouais, y a rien eu depuis, je pense. Ouais. Et c'est donc le duo pack, le fameux duo pack. C'est le fameux duo pack avec Whiteys et son grenadier. On va commencer par Whiteys. Il a quand même un mouvement de 6, le monsieur. C'est pas rien. C'est énorme. Donc Il y a- c'est un profil Sundark classique, hein. Il y a Consti 4, Dex 5, Force 4, Mental 5, Mouvement 6, 8 PA, mais par contre il n'y a que 24 points de vie, donc très 100 points tout rond, le monsieur. 24 points de vie, c'est vrai que c'est très fragile, mais 6 de mouvement, ouais, c'est 8 PA, c'est vraiment extraordinaire. C'est ouf. C'est ouf. Son arme, elle fait un des 5 dégâts plus 3, elle assomme en cas d'RC, au lieu de rajouter la force, donc encore une façon de... Bon, il y a le stylet qui est négligeable, et surtout il a ses bottes. La première botte, c'est celle qui fait que tu fais perdre tous les soutiens et les valeurs de mental des adversaires au corps à corps. Donc si tu arrives à ramener ton Power Monkey qui fait un petit test de feu avec sa torchère, c'est toujours agréable. Tout à fait. Ou même des têtes Est-ce que ton Sigis, tu peux pas lui mettre un sort élémentaire de feu pour faire la boule de feu de base? Bah là, il faut payer un parchemin. D'accord. Non, Mais- non, le sort élémentaire, comme c'est le sort primordial, tu peux l'avoir juste pour le coup. Oui, c'est vrai. Donc tu pourrais faire des boules de feu avec le magicien directement derrière, en Ouais. mode 3 dégâts feu, test de mental à -1, quoi. Après, C'est ça. Et encore plus fourbe, tu peux encore mettre ton Sagis, l'aura de terreur, comme ça c'est -2 en morale. Oh la vache. Ah, il y a même encore un -1 supplémentaire parce qu'il est au contact de Whiteys, donc il est au contact d'un ennemi. Ouais. Ça s'arrête Donc jamais. donc le test de feu, au minimum, il est à -2, quoi. Oh la vache, c'est cochon, hein. Hum. D'accord. Donc, mais le rire du démon, c'est un sacré truc, hein. Les ennemis sont dans la confusion, ils ne bénéficient plus de leur soutien tout en -1 jusqu'à la prochaine activation de Whiteys. Donc ça, c'est à une distance, tu dis, de la portée de corps à corps de Whiteys. C'est C'est ça. ça. Il doit être engagé, ouais. Et en fait, il la lance comment? Il faut qu'il touche avec sa botte pour que ça fonctionne? Non, Non, il la lance et il doit juste pas faire un échec critique. voilà, c'est ça. Ok. Parce que c'est pas une attaque en soi, quoi. C'est pas une attaque, tout comme l'autre, c'est pas une attaque non plus. Donc la cible perd l'usage d'une compétence spéciale au choix de Whitey jusqu'au choix de la prochaine activation. Ça, c'est monstrueux. On sent que c'est quelque chose qui est fait pour les joueurs experts parce que un joueur qui débute ou qui comprend pas bien, il va avoir du mal à rentabiliser ce sort. Alors que quand tu connais bien Briscard, tu vas te dire attends, là, je vais enlever une compétence de fou. Dans tel match-up, c'est très important que lui il tire pas ou il fasse je sais pas telle chose ou je dis n'importe quoi ou tu vois je retire quelque chose à un magicien qui le rend fort et là c'est extrêmement fort. Bah, typiquement, t'envoies ton Whiteys sur un Black Hawkins, tu lui fais retirer le fait qu'il peut tirer au corps à corps et t'es tranquille, quoi. Bah voilà, par exemple. Ou tu peux retirer un mucus à une saleté que tu veux massacrer, quoi. Voilà. Ou sinon sur un Ozeki, comme ça, il défend plus et tu tapes ce que tu veux. Et il défend plus les lancières, effectivement. Et c'est vrai qu'on voit que, donc du coup, ça va vraiment être en fonction de ce qu'il y a en face. Et on va pouvoir vraiment s'adapter. Pareil, pas d'échec critique, ça se joue comme ça. Et à portée Pareil, corps à pas d'échec critique, portée de corps à corps. Ok. Et alors après, il a une passive, mais monstrueuse. C'est 50% du perso. Enfin, moi, je trouve ça. Les Sundar à 3 brasses de Whiteys peuvent relancer un dé une fois par tour. Voilà. C'est ce qu'on disait, c'est effectivement les relances que certains persos donnent, c'est génial. Et donc, du coup, pour 100 points, on a une figurine qui est très rapide, des capacités de base 4-5, 4-5 qui sont tout à fait honorables, fragile, on est d'accord, mais qui peut faire un peu n'importe quoi en scénario, qui peut foutre en l'air un plan de jeu avec beaucoup de figurines en face en descendant du mental, empêcher une compétence spéciale d'une figurine qui peut la rendre forte, parce qu'on peut retirer aussi un apatride dans un combo à baser avec un apatride qui va bénéficier de 50 règles spéciales à côté, quoi. Mmh. Et en plus, on a des relances sur lui-même et sur les copains. C'est pas mal pour 100 points quand même, hein. Mmh. Ah, Et parce que- surtout, il vient pas seul. Voilà, c'est dans le duo pack, il a son pote. Parce qu'il y a des vrais combos avec le pote. Donc c'est le grenadier qui vaut 80 points. Donc il est assez cher, hein, il est 20 points derrière Whiteys.
Et je te laisse en parler, Marc, je t'en prie. Donc lui, il a une constitution de 3, une dex de 4, une force de 4 et un mental de 3, un mouvement de 5, qui est quand même très bon pour du sol. C'est ouf. Par contre, il peine un peu sur les PA parce qu'il y en a que 7. Mm. Il a 20 points de vie, donc un peu plus que les Sundar de base. Par contre, il est équipé d'une arme de tir, qui fait quand même 1 des 10 dégâts plus 1 pour 3 PA. Il peut tirer 2 fois avant d'avoir besoin de recharge. La portée de 5 Il est est en- très importante, hein, parce que du coup, la portée courte est à 5. Ça veut dire qu'à 5 brasses, tu fais 1 dé de 5. Pardon, tu fais 1 des 10 plus 2. 1 des 10 plus 2. Sachant que si tu es à 3 brasses de Whiteys, tu peux le relancer, ce fameux 10, dé de 10. C'est ça. Et ça, c'est monstrueux. Parce que du coup, si tu rolls un 8 ou un truc comme ça, tu fais 10 dégâts au fusil. Ouch, quoi. Et après, il y a Sabot, ce que je trouve vraiment très très fort. Limite, j'en jouerais des grenadiers sans Whiteys que pour la botte. Oui. Alors, sa botte de tir, donc c'est dextérité x2. Il y a une grenade, donc ça fait un des 10 plus de dégâts sur la cible initiale et un des 5 plus 1 sur tous les briscards à moins de 2 brasses de la cible. Portée 4 brasses. Donc ça, c'est un dégât de zone. Un dégât de zone, 2 brasses, c'est beaucoup. Et surtout, ça, c'est pas dans les 2 brasses, c'est à 2 brasses. Donc ça C'est va à faire 2 brasses, oui. donc une compo aux équilles, on bombarde une des lancières ou quoi, et on a aux équilles peut-être une autre lancière ou encore autre chose. Et si on bombarde aux équilles lui-même, s'il est assommé ou quelque chose comme ça, ou si on booste la grenade, alors là on va faire des dégâts mais incroyables, quoi. C'est ça, si on joue contre une armée vraiment basée sur le nombre ou sur je dois rester en groupe pour bénéficier des bonus, c'est parfait. Typiquement, c'est un contre à Big Pongo. Ah Oui, oui, typiquement, si tu fais un tas, tu vas manger des grenades, quoi. Mm. Alors, ce qui est très très beau, moi je trouve, c'est le coup de théâtre. Parce que le coup de théâtre, ça explique pourquoi il a 7 points d'action pour moi. Parce Ouais. qu'il peut gratuitement utiliser sa botte immédiatement après que Whiteys ait effectué un rire d'aimant. Et là, on fait what, quoi. Ça veut dire que il peut lancer une première grenade pendant son activation, il peut tirer, ou alors juste garder le reste en défense avec des maturins pour le protéger, parce que quand même, il n'a pas beaucoup de points d'action. Derrière Whiteys, il avance, il balance sa botte, et là, tout d'un coup, il y a une grenade qui tombe, quoi. Et, Ouais. et donc, 2 grenades, ça commence à faire mal, quoi. Par contre, faire attention, parce que c'est tous les briscards, donc même Whiteys, si on tire dans le corps à corps de Whiteys, Il prend. Mm. Il va faire la tête. Il va dire. et c'est limitation 2, donc on peut en jouer 2. Et alors ça, j'allais dire. Alors il recharge pour 1 PA de moins, ça c'est pas mal quand même. Ça, Oui. ça aussi pour les 7 points d'action, c'est quand même pratique, hein. T'as Ça veut dire Dixon, que tu peux recharger pour 1 en fait. ouais, tu peux donc tirer 2 fois au fusil dans le tour au maximum, imaginons. Si vraiment tu veux te mettre à 0 point d'action, tu pourrais faire ça. Moi ce que je trouve magique, c'est qu'il pourrait très facilement avancer, lancer sa grenade, et après il pourrait courir à 10 pour aller se cacher, tu vois. Et ça c'est chaud quoi. Ça fait une mobilité qui est impressionnante. Tu peux en jouer 2. Et d'ailleurs là-dessus, je suis en train de convertir un loup de mer 2, parce que c'est la même espèce de singe, pour me faire mon deuxième grenadier, moi. Mm. Je vais essayer Ouais. une liste de grenadier. Parce que je C'est trouve ça un peu le souci, parce qu'ils l'ont vendu en duo pack et ils vendent pas de grenadier tout seul. Donc c'est vrai que quand on veut en jouer 2, il faut faire une conversion pour l'instant. Ou disons, il faut trouver quelqu'un qui cherche Whiteys sans les grenadiers, mais ils ne sont pas très nombreux, ces gens-là. Non, ils sont pas très nombreux parce que l'intérêt de Whiteys, c'est de jouer un grenadier avec, quoi. Trouve D'ailleurs, aussi. enfin pour moi, c'est un très très bon duo pack, hein. Oui. Ils sont vraiment bons. Il y a l'archétype justement du Sundar, c'est-à-dire ils coûtent assez cher. Ils ont pas des caractères folichons par rapport à leur coût. Ils ont pas des points de vie folichons, hein. Quand on voit 80 points pour 20 points de vie et 7 points d'action, enfin 20 points de vie surtout, c'est pas énorme, hein, pour 80 points. Souvent, sûr. à Si tu ce cumules les niveau-là, deux, si tu cumules les deux à 180 points, ça t'as 44 points de vie. Tu prends Big Pongo à 200 points, t'as 42 points. ouais, ou même chez les autres factions, quoi. Quand tu compares dans les autres factions au Reno, Kinter ou autre, pour 80 ou 100 points, généralement, t'as des bonhommes qui ont rapidement 22, 24 points, voire avec une armure ou quelque chose pour encaisser. Ce Mais qui ils n'est ont pas le cas là. moins de mouvement, faut le savoir. Voilà. Ils n'ont pas les grenades, ils n'ont pas de mouvement. Et C'est ça. limite, moi, quand je vois les combinaisons, le grenadier, pour moi, le mousquet, il est limite secondaire. Ouais, je sais Son- pas, c'est un argument pour obliger l'autre à avancer, ça tire à Oui, 9, oui. ça le fait, hein. Généralement, le premier tour, tu vas utiliser le mousquet, mais globalement, moi, quand je l'ai joué, après Marc, tu me contredis, hein, si tu le joues différemment, mais moi, j'ai tendance à claquer le mousquet
dans le premier tour généralement. Et à la limite, même pas le recharger parce qu'ensuite, on est tellement proche l'un de l'autre que je préfère balancer des grenades. Et garder les points après pour me balader, aller pourquoi pas faire un objectif, aller embêter ou me défendre. Parce qu'effectivement, avec une constitution de 3, tu as besoin d'avoir 2 voire 4 points d'action en défense pour te défendre. Il a la même défense à 1 dextérité près du loup de mer 1 qui vaut la moitié de son prix. Voilà. Il a que 2 PV de plus que lui et que 1 dextérité de plus que lui. Il a même un PA de moins. Donc forcément, il est compliqué à jouer. Ça, c'est sûr qu'il est très compliqué à rentabiliser avec ses 80 points. Par contre, je pense que il se rentabilise. Hein, pardon? Il se rentabilise quand même. La grenade permet de gérer, surtout dans la méta actuelle où on a tendance à avoir 7, 8, 9, 10 activations. On reste quand même dans une table assez petite, donc très souvent il y a des gens qui sont assez groupés. Donc la grenade, en plus, ce qu'il faut savoir, ce qu'on n'a pas dit, c'est que la grenade, chacun défend différemment. Enfin, chacun de son. C'est pas genre je balance la grenade sur la figurine principale et si elle défend pas, les autres prennent les dégâts aussi. C'est je balance et tout le monde doit défendre. Ouais, d'accord. Donc typiquement le mec en face, il a un colosse, une grosse ou une monture. Tu balances sur la monture, même si tu sais que tu n'auras pas trop de chance, par exemple, de le toucher. Mais si à côté il y a 3-4 figurines, les 3-4 figurines vont devoir défendre séparément. Et donc pour moi, c'est une sorte de canon en limite plus efficace. Bah, ce qui est ouf, c'est que l'explosion, du coup, elle est colossale parce que tu prends le socle du colosse et tu rajoutes 2 brasses sur chaque côté, quoi. Voilà. Donc on se retrouve avec une explosion à 5 brasses. Voilà, ça explose de toute la brasse. Ça explose à 5 brasses. 80, c'est 2 brasses, hein, de base. Ça fait 6 brasses, ouais. Ouais, 6 brasses, pardon. 6 brasses brasses sur une plus table la de taille 15 des par sortes. 15. Voilà. Parce que les gens qui sont dedans, même qui touchent cette limite-là, sont touchés. Hein. C'est Ouais, pas... il faut avoir un bout de socle dedans et c'est fini. Voilà, c'est ça. Donc du coup, ça fait une possibilité d'interdiction sur la table. Moi, je pense que si le mec connaît bien ce combo-là, et si t'en joues 2, il aura encore plus raison de le faire, le mec va essayer de toujours laisser plus de 2 brasses entre chacun de ses briscards, il va jouer très étalé. Mais auquel cas, bah là, les fusils parleront peut-être mieux, quoi, parce qu'on ira chercher les dés de 10 dégâts. On dira, bon, les grenades sont pas très fortes, pas de souci, je reprends le mousquet et c'est reparti, quoi. Donc je pense qu'ils ont quand même, ils peuvent gérer les deux. Pareil, si on veut tomber un colosse, avec la relance, on peut essayer de chercher à faire des 8 dégâts par balle ou des choses comme ça peut essayer de tomber du lourd. Ouais, donc toi, Marc, comment tu joues ce Whiteys? Parle-nous-en un petit peu. Moi, je joue souvent Whiteys, mais en façon défensive. En théorie, je joue quasiment mes Sundar toujours de façon défensive et en réaction à mon adversaire. D'accord. Je joue que de l'élite. Je joue rarement beaucoup de petits. Donc, je joue 5-6 figurines grand max. Et par contre, je fais souvent en réaction à l'adversaire. Donc, je place mes figurines au premier tour. Je fais 1 ou 2 tirs. Et après, selon comment mon adversaire joue, je réagis. Donc, dans le cas échéant, s'il joue pas le scénario, je peux très bien jouer le scénario. S'il s'est étalé et qu'il a mis toutes ses figurines à plus de 2 brasses l'une des autres, ça va l'embêter parce que pour jouer le scénario, il va pas pouvoir s'agglutiner pour jouer le mât, par exemple, ou jouer les caisses, ou venir chez moi, quoi. D'accord. Mais c'est vrai qu'on s'est rencontrés à l'Octogone, on a fait un petit match. C'était la finale ou la demi, je sais plus. La demi, je crois. La demi. Et c'est vrai que j'ai vu ta liste et j'ai vu que des nommés et j'ai fait oh la vache. Je me suis dit oh la vache, je connais mal Sundar, que des nommés, il va y avoir du combo. Et moi je t'ai sorti toute. Moi c'est un peu c'est Gustave et ses enfants, tu vois, genre c'est la famille nombreuse quoi. Ils ramènent tous ces petits gamins qui courent dans tous les sens, qui font du bruit, et derrière il y a Gustave qui avance comme il peut en essayant de dire calmez-vous, restez dans le coin et tout. Et du coup ça a donné une partie qui était très tranchée parce que j'avais tellement d'activation plus que toi que tu t'étais placé et j'avais pu isoler un des tiens et le tuer et je répétais ça 1 ou 2 tours jusqu'à ce que tu aies plus assez pour gérer ce que j'avais. Donc c'est vrai que ça m'avait aidé dans notre match. Mais je redoutais énormément les combos possibles, mine de rien, côté Sundar, parce que je savais que si je faisais la moindre erreur ou quoi, mon Gustave, il se retrouvait à plat ventre et il allait prendre énormément, quoi. Ouais, c'est ça. À peu près, j'arrive à gérer une liste jusqu'à 3, voire 4 figurines de plus que moi, mais après, c'est trop. J'avoue que ça avait été 2 écoles de jeu très différentes qu'on s'est affrontées. C'était très tranché et très intéressant. Moi, j'avais bien aimé, on avait beaucoup discuté. Et du coup, avec le tournoi, j'avais pris Whiteys et le Grenadier, comme quoi, en me disant, je vais les jouer, parce que c'est intéressant. Dans le même tournoi, j'ai joué contre Sandy avec ses bannis.
Ouais. Son colosse a rendu à Constit 10, il n'y a pas fait 2 tours, quoi. Ah la vache. Comment t'avais réussi à le tuer alors du coup? Comment t'avais fait? Bah, entre Big Pongo et avec Virunga, Ouais, Ça fait mal. effectivement. bah, j'avais Big Pongo, Virunga, Whiteys, Grenadier et un loup de mer ou 2 loups de mer. Donc voilà, la liste, elle était faite pour Pour tuer du abattre gros. du gros, mais quand t'as trop de petits en face, tu peux pas gérer. Il n'y a qu'une grenade, enfin 2 avec la botte, mais ce n'est pas non plus assez quoi. Ouais. C'est ça, j'avais pas assez de dégâts de zone pour gérer le nombre. Ok.